On dit souvent qu'en Formule 1 que l'argent ne cesse de couler à flot. Les contrats sont colossaux, les partenariats légendaires et le style de vie est digne d'un rêve. For me, the risk is too great than to drive for sixth place. I'm interested in driving to win. Mais pour certains des pilotes les plus talentueux à avoir jamais pris place au volant d'une voiture de course, le véritable ennemi n'était pas un rival sur la piste. C'était une belle femme, ou deux, ou cinq. F1 would not be what it is today without him, no question. D'un champion du monde mort sans un sou après que sa femme mannequin l'ait quitté pour Richard Burton, à un des frères Schumacher qui a vu son empire de 100 millions d'euros partir en fumée à cause d'un procès après 13 ans de mariage. I love living in the moment and I look forward to things in the future. But it was so emotional. Voici des pilotes de F1 et des légendes du paddock qui ont fait faillite à cause des filles. Allons-y. James Hunt. S'il y a un homme dont toute la vie tournait autour de la vitesse, de l'excès et des femmes, c'était bien James Hunt, le champion du monde de Formule 1 de 1976. L'homme que le paddock surnommait Hunt the Shunt, brut, speed sur la piste, imprudent en dehors, et financièrement désastreux d'une manière qui allait discrètement le dépouiller de tout. Le premier mariage de Hunt fut avec le mannequin Suzy Miller, et il dura à peine 14 mois. Elle l'a quitté. Et elle ne l'a pas quitté pour n'importe qui. Elle l'a quitté pour Richard Burton, Spock, l'un des acteurs les plus célèbres de Grande-Bretagne. Les deux hommes ont organisé ce qu'ils ont appelé, de manière célèbre, le transfert de Suzy par téléphone. Burton a proposé de couvrir les frais de divorce de Hunt en lui versant environ $1 million. La réponse de Hunt. Il a dit directement à Burton « Tu m'as rendu un immense service en prenant en charge la note de frais la plus effrayante du pays. » Du Hunt tout craché. Mais derrière cette plaisanterie se cachait la première fissure dans les fondations. En 1979, Hunt avait déjà pris sa retraite de la course automobile à seulement 31 ans, abandonnant ainsi la seule source de revenus capable de subvenir à son train de vie. Les fêtes ne s'arrêtaient pas, les femmes ne s'arrêtaient pas, les cigarettes, 40 par jour, ne s'arrêtaient pas. Son deuxième mariage, avec Sarah Lomax en 1983, donna naissance à 2 fils, Tom et Freddie, puis s'effondra 6 ans plus tard, en 1989, cause d'adultère. Encore des frais de justice, encore des règlements à l'amiable, encore de l'argent qui s'envolait. Puis vint la catastrophe du Lloyds. Hunt avait investi en tant que ce qu'on appelle un Lloyds name, essentiellement un souscripteur privé au Lloyds de Londres. Cela semblait être une décision judicieuse et conventionnelle pour un homme cherchant à se construire une sécurité financière après la course. Ce fut tout sauf cela. Lorsque Lloyds a subi des pertes catastrophiques à la fin des années 1980, Hunt a perdu environ 180 000 livres. Ce n'était pas la totalité de sa fortune restante, mais cela a creusé un trou béant dans le maigre matelas financier qui lui restait. Au début des années 1990, celui qui avait autrefois vécu dans des manoirs et s'était entouré d'une ambiance de fête permanente, gagnait environ 200 livres par course en tant que commentateur à la télévision de la BBC. 200 livres. Il se déplaçait partout à vélo dans les environs de Wimbledon. Il avait véritablement changé de vie. Il avait arrêté de boire, s'était assagi et était tombé amoureux d'une jeune femme nommée Helen Dyson. D'après tous les témoignages de ceux qui le connaissaient, il avait demandé Helen en mariage la veille même de sa mort. Le 15 juin 1993, James Hunt a été victime d'une grave crise cardiaque dans sa chambre à Wimbledon, à 45 ans. Le champion du monde de 1976 a franchi la ligne d'arrivée de sa vie avec bien moins que ce que quiconque aurait pu imaginer. 2 mariages ratés, financières chez Lloyds, des années de dépenses effrénées, tout cela avait fait son œuvre. La caricature du playboy cachait la vérité. À la fin, James Hunt n'était plus qu'un homme à vélo, enfin en paix, enfin amoureux, et finalement à court de temps. Voilà le véritable coup de la vie à 100 à l'heure. Jenson Button. C'est là que les choses deviennent juridiquement terrifiantes. Jenson Button, le champion du monde de Formule 1 2009, n'est pas ruiné. Soyons tout à fait clairs là-dessus. Mais en 2015, il a frôlé de très près une catastrophe financière qui aurait pu anéantir environ la moitié d'une fortune de 35 millions de livres. Et la raison était d'une simplicité dévastatrice. Un mariage sans contrat prénuptial. Button a épousé Jessica Mishibata, mannequin de lingerie d'origine japonaise et argentine, lors d'une cérémonie secrète à Hawaï le 30 décembre 2014. Il l'a annoncé au monde entier de la manière la plus typique de 2014 qui soit, par un tweet. Bonne année de la part de Monsieur et Madame Button. Il avait 35 ans, était champion du monde, et tout semblait indiquer le début d'un chapitre parfait. Puis, quelques mois seulement après le mariage, des voleurs se sont introduits dans leur villa à Saint-Tropez et se sont enfuis avec 300 000 livres de bijoux, dont la bague de fiançailles de Jessica à elle seule, d'une valeur estimée à 250 000 livres. Puis, à peine 12 mois après
Après la cérémonie à Hawaï, le mariage lui-même a pris fin. La séparation a été décrite publiquement comme très amicale et sans implication d'une tierce personne. Très bien, amical est un joli mot. Mais voici la réalité brutale. Comme l'a confirmé à l'époque une source proche du couple au Sun, Jensen et Jessica n'avaient conclu aucun accord financier avant leur mariage. Pas de contrat prénuptial, aucun. Cela signifiait que l'intégralité de sa fortune, estimée à 35 millions de livres, était négociable. Réfléchissez à la gravité de cette situation. 35 millions de livres. Les revenus d'une carrière, contrats publicitaires, les primes de championnat, les accords de marque, tout cela potentiellement divisible par 2, car aucun document juridique ne protégeait ce que Button avait bâti avant même de la rencontrer. Les experts en droit de la famille avaient alors fait remarquer que la courte durée du mariage et l'absence d'enfants joueraient probablement en faveur de Button lorsque les tribunaux formuleraient un accord. Cela l'a probablement sauvé d'une catastrophe. Mais le stress, l'incertitude, les frais juridiques, tout cela a un coût. Button a tourné la page. Il a rencontré Brittany Ward, l'a épousée en 2022 et s'est construit une nouvelle vie. Il en a parlé avec philosophie, mais la leçon tirée de son premier mariage est l'une des plus coûteuses de l'histoire de la F1. Peu importe combien d'argent vous gagnez sur la grille de départ, un seul mariage sans contrat prénuptial et un divorce suffit pour vous précipiter dans une chute libre financière. Championnat, pas. Ralf Schumacher. En parlant de divorces explosifs, rares sont ceux dans l'histoire moderne de la F1 qui ont été aussi toxiques publiquement que la guerre entre Ralf Schumacher et son ex-femme Cora Brinkman. Celui-ci a donné lieu à des accusations d'agression, la police à la porte d'entrée, des avocats remplaçant chaque conversation et une fortune de 100 millions d'euros prise en étau. Ralf Schumacher, le frère cadet du légendaire Michael, a couru en Formule 1 avec Williams et Toyota de 1997 à 2007. Il n'a jamais égalé la dynastie de son frère, mais il a remporté 6 grands prix, terminé 4e au championnat et s'est constitué une fortune personnelle considérable. Il a épousé l'ancienne mannequin allemande Cora Brinkman en 2001 et ils ont eu un fils, David, qui s'essaiera plus tard lui-même au sport automobile. Pendant plus d'une décennie, la famille est restée soudée, puis elle s'est effondrée de la pire manière qui soit. Au moment où la séparation a fait la une, Ralf et Cora ne communiquaient plus qu'à travers leurs avocats. Le tabloïd allemand Bild a rapporté que la police avait été appelée au domicile familial, les deux parties se portant mutuellement plainte pour agression. Le mariage ne se terminait pas simplement, explosé au ralenti. Le litige portait sur la fortune de Ralf, estimée à 100 millions d'euros, 3 résidences familiales situées en Allemagne, en Autriche et en France, ainsi que la garde de leur fils adolescent. Une audience de 4 heures s'est tenue près de Cologne. À l'issue de celle-ci, l'avocat de Ralf Schumacher a déclaré en exactement 4 mots à la presse rassemblée. Ils sont divorcés. Le magazine allemand Bunte a rapporté que Cora avait reçu une pension alimentaire de 6 millions d'euros, ainsi que la maison familiale à Bergheim. 6 millions sur 100 millions. Seules les deux parties peuvent dire si ce chiffre reflète équitablement 13 ans de mariage. Mais les frais juridiques, la guerre émotionnelle et les répercussions sur la réputation de cette bataille publique, tout cela n'a pas été gratuit non plus. Puis vint le rebondissement que personne dans le paddock n'avait vu venir. En juillet 2024, Ralf Schumacher a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il était en couple avec son partenaire Étienne Bousquet-Cassagne. Il a déclaré être avec Étienne depuis 2 ans. Cora a confié aux journalistes qu'elle avait découvert cette relation par le biais des médias. Elle a déclaré que cela lui avait fait l'effet d'un coup de poignard en plein cœur. Elle a ajouté qu'elle suivait une thérapie. En 2025, elle a confirmé qu'elle continuerait à utiliser le nom de famille Schumacher dans le cadre de son activité professionnelle, selon ses propres termes, tant que je pourrais encore en tirer de l'argent. 100 millions d'euros, 13 ans, et une vérité qui n'a jamais été révélée pendant le mariage. On peut parler d'un règlement sans fin heureuse. Eddie Irvine. Parlons de l'homme qui a transformé le style de vie de Playboy de la F1 en un empire et qui, d'une manière ou d'une autre, en est sorti plus riche, tout en admettant au passage que les femmes, les fêtes et les excès n'étaient jamais vraiment gratuits. Eddie Irvine, Fast Eddie, le plus grand pilote originaire d'Irlande du Nord, est l'un des personnages les plus divertissants et les moins repentants que ce sport ait jamais produit. Au cours de sa décennie en Formule 1, chez Jordan, Ferrari et Jaguar, Irvine a été lié à une liste apparemment interminable de femmes, des top modèles, des pop stars, des mannequins néerlandaises sur son yacht de 2 millions de livres. À un moment donné, des journalistes lui ont demandé si la phrase « Je suis pilote de Formule 1 » marchait pour draguer les femmes lors des soirées. Sa réponse fut, comme à son habitude, pince sans rire. Il a un jour déclaré au Sun « Si vous voulez quelque chose de très sexy mais de maladroit, optez pour une Ferrari », comparant directement les femmes à des voitures. Il a ajouté, pour équilibrer le tout, contrairement aux voitures, avec les femmes, on ne peut en avoir qu'une seule. Quant à savoir s'il croyait vraiment cela, c'est une toute autre histoire
histoire. Et les coups, eux, étaient bien réels. Il a une fille, Zoé, avec son ex-petite amie Maria Drummond, et les obligations financières liées à cette relation. De multiples relations coûteuses au fil des ans. Un démêlé judiciaire en janvier 2014, lorsqu'il a été condamné en Italie à la suite d'une bagarre dans une boîte de nuit à Milan. Condamné à 6 mois, peine devant vraisemblablement être avec sursis, mais avec des frais de justice considérables, quoi qu'il en soit. Mais voici le truc. Irvine est une rare exception. T'es déjà millionnaire grâce à ses investissements immobiliers avant même d'atteindre la Formule 1. Il possédait environ 40 biens immobiliers à travers le monde avant sa première course chez Ferrari. Il a utilisé sa renommée comme un outil, pas comme un jouet. Au moment où il a pris sa retraite de la course en 2002, ses gains cumulés rien qu'en F1 dépassèrent les 50 millions de dollars. En 2006, son portefeuille immobilier était évalué à environ 69 millions de dollars. Aujourd'hui, sa fortune nette avoisine les 120 millions de dollars. Les femmes et ce style de vie lui ont-ils coûté de l'argent, sans aucun doute, et de manière significative. Mais la discipline financière de Fast Eddie, cachée derrière son image de Playboy, lui a permis de toujours construire tout en dépensant. Il reste l'un des anciens pilotes les plus riches de l'histoire de la F1. Ce mode de vie était coûteux, pouvait se le permettre. Kimi Räikkönen. Et voici l'histoire qui bouleverse complètement le scénario. Kimi Räikkönen, l'Iceman, le champion du monde 2007, l'homme célèbre pour avoir dit à son ingénieur « Laisse-moi tranquille, je sais ce que je fais », n'a pas perdu d'argent à cause de ses excès ou de ses conquêtes féminines. Il a perdu de l'argent de 2 façons différentes, à la fois. Un divorce avec Miss Scandinavie et une écurie de Formule 1 qui a carrément refusé de le payer. Commençons par Jenny Dahlman. Kimi a rencontré la mannequin finlandaise lors du concours Miss Scandinavie qu'elle a remporté en 2001. Ils se sont mariés en 2004, alors qu'il était pilote chez McLaren. Ils vivaient entre la Finlande et la Suisse. Pendant des années, ils ont été l'un des couples les plus photographiés de la F1. Puis des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles les deux ne se parlaient que rarement. Pas à cause de disputes, mais d'un manque total de communication. Ils allaient dîner avec des amis et ne se disaient pas un mot de toute la soirée. En février 2013, Jenny avait quitté leur maison suisse d'une valeur de 30 millions d'euros. Le divorce a été prononcé en 2014. La chaîne finlandaise MTV3 a qualifié l'impact financier potentiel de coûteux pour Räikkönen, étant donné que sa fortune dépassait alors les 120 millions d'euros. Les termes exacts du règlement n'ont jamais été divulgués. Ce silence, toujours avec Kimi, en disait long. Mais c'est avec le chapitre Lotus que les choses sont devenues véritablement extraordinaires. Lorsque Kimi est revenu en F1 en 2012, il a signé un contrat de 2 ans avec Lotus, qui comprenait une prime de performance d'environ 50 000 € par point de championnat marqué. Lotus a accepté cette clause car personne ne s'attendait à ce qu'il soit réellement performant après des années d'absence du sport. Personne ne l'a dit à Kimi. Il a marqué 390 points en 2 saisons, 2 victoires, 13 podiums. À elle seule, la clause de prime s'élevait à près de 20 millions d'euros, en plus de son salaire de base. Lotus ne pouvait pas payer, pas du tout. Fin 2013, Kimi s'est adressé aux journalistes lors du Grand Prix d'Abu Dhabi et a déclaré d'un ton parfaitement calme « Je n'ai pas reçu un seul euro de la part de l'écurie cette année. Les raisons pour lesquelles j'ai quitté l'écurie sont d'ordre financier. Je n'ai pas reçu mon salaire. C'est regrettable. Un champion du monde, courant gratuitement, menaçant de boycotter les 2 dernières courses de la saison parce qu'une écurie de Formule 1 était insolvable. Il a finalement reçu la majeure partie, pas la totalité, de ce qui lui était dû. Selon des informations tirées du livre publié en 2018 par le journaliste Heikki Kulta, Räikkönen aurait encore à recevoir environ 5 millions de livres sur une somme qui aurait pu atteindre 35 millions. L'histoire de Kimi Räikkönen et de Lotus ne se résume pas à des femmes qui lui ont coûté de l'argent. Il s'agit d'un champion du monde pris en étau entre un divorce avec une reine de beauté et un employeur en faillite. Même l'Iceman peut se retrouver les pieds dans la neige. Flavio Briatore. Passons maintenant des pilotes à l'histoire d'amour la plus puissante et la plus coûteuse de tout le paddock de Formule 1. Flavio Briatore, directeur d'écurie, milliardaire italien, playboy qui faisait passer Irvine pour un modèle de retenue. Ce n'est pas un pilote qu'une figure de ce sport n'a su allier femme, scandale et conséquences financières spectaculaires de manière plus mémorable que cet homme. Briatore a bâti sa fortune en dirigeant les magasins Benetton en Amérique, puis a pris la tête de l'écurie Benetton Formula au début des années 1990. Il a recruté Michael Schumacher, il a gagné. Il a ensuite mené Fernando Alonso à 2 titres consécutifs chez Renault en 2005 et 2006. Il a créé la marque de boîte de nuit de luxe billionnaire en Sardaigne. Au moment où son empire était pleinement établi, sa fortune était estimée à 400 millions de dollars. Il était à bien des égards intouchable. Puis vinrent les femmes. Entre 1998 et 2003, Briatore a été fiancé à Naomi Campbell, l'un des mannequins les plus célèbres au monde. 5 ans ensemble.
ensemble. Des fiançailles qui ne se sont jamais transformées en mariage. Ils se sont séparés en 2003, apparemment en bons termes. Campbell l'a depuis décrit comme un mentor. Très bien. Mais 5 ans avec l'une des femmes les plus en vue de la planète, à ce niveau de visibilité et de dépenses, cela a un coût. Quelques semaines après sa rupture avec Campbell, Briatore a commencé à fréquenter Heidi Klum. Leur relation a été brève et chaotique. Ils se sont séparés pendant la grossesse de Klum. Leur fille, Lenny, est née en 2004 et a ensuite été adoptée par le nouveau compagnon de Klum, le chanteur Seal. Briatore a été largement absent de la vie de sa fille pendant des années. Le coût juridique, personnel et en termes de réputation de cette rupture publique, qui s'est déroulée entièrement sous les feux des tabloïds internationaux, a été considérable. Puis, en 2008, il a épousé l'ancienne mannequin Wonderbra Elisabetta Gregoraci, 30 ans sa cadette. Ils ont eu un fils, Nathan Falco, en 2010. Ils se sont séparés en 2017, après 9 ans de mariage. Partager un patrimoine de plusieurs centaines de millions de dollars après 9 ans de mariage n'est jamais simple ni bon marché. Et puis vint le Crashgate, le scandale du Grand Prix de Singapour de 2008. Briatore avait ordonné à Nelson Piquet Jr. de provoquer délibérément un accident afin de favoriser la stratégie de course de Fernando Alonso. Lorsque la vérité a éclaté en 2009, Briatore a été banni à vie de la Formule 1. Il a contesté cette décision devant un tribunal français et a finalement obtenu gain de cause. Mais les frais de justice, les années passées loin du sport et l'ombre permanente qui plane sur sa réputation ont un coût qui ne se calcule pas simplement en euros. Fin 2025, son nom est apparu dans les dossiers de Jeffrey Epstein. Il a minimisé ce lien, mais même une simple mention dans ses documents a des conséquences que l'argent ne peut pas entièrement réparer. Briatore a fait son retour dans le paddock avec Alpine en 2024. Il a survécu à tout, comme d'habitude. Mais chaque belle femme, chaque scandale, chaque salle d'audience, chacun avait son prix. Et quand on s'appelle Flavio Briatore, ses prix s'affichent en très gros chiffres. Emerson Fittipaldi. Mais attendez, ce n'est pas tout, car aucune liste des figures de la F1 ayant tout perdu parce qu'elles ont laissé leur cœur l'emporter sur leur raison ne serait complète sans Emerson Fittipaldi. Ce n'est pas une histoire d'amour cette fois-ci, mais une histoire animée par la même dévotion aveugle et passionnée, la loyauté familiale. Emerson Fittipaldi a été 2 fois champion du monde de Formule 1. En 1972 avec Lotus, en 1974 avec McLaren. Il était, sans aucun doute, l'un des meilleurs pilotes de la planète. Puis, à la fin de l'année 1975, il a pris l'une des décisions les plus motivées par l'émotion de l'histoire du sport automobile. Il a quitté McLaren, une écurie championne du monde, pour piloter pour la nouvelle écurie de son frère Wilson, Copper-Sukar Fittipaldi. Le monde de la F1 n'en croyait pas ses yeux. Pourquoi quelqu'un quitterait-il une écurie de pointe pour une toute nouvelle structure, sans expérience et sans aucun résultat à son actif? La réponse, l'amour fraternel et la fierté nationale brésilienne. Une belle raison, une stratégie désastreuse. Son siège chez McLaren revint à un certain James Hunt, qui, comme vous le savez déjà, remporta le championnat du monde 1976 au volant de cette voiture. Un titre qui aurait très bien pu être le 3e d'Emerson. Alors que Hunt brandissait le trophée, Fittipaldi terminait au mieux 6e, enchaînant les saisons au volant d'une voiture non compétitive qui engloutissait l'argent sans rien rapporter. L'écurie finit par mettre la clé sous la porte. La famille dut faire face à de multiples procédures de faillite. Les actifs furent vendus, les biens immobiliers ont été cédés. Le rêve d'une grande écurie brésilienne de F1 s'est transformé en des années de cauchemars juridiques et financiers. Emerson a finalement relancé sa carrière en IndyCar aux États-Unis, où il a renoué avec le succès. Mais les séquelles de cette décision brillante sur le plan émotionnel, mais catastrophique sur le plan financier, n'ont jamais complètement disparu. Parfois, l'amour est vraiment la chose la plus chère au monde. Alors, laquelle de ces histoires vous a le plus choqué? Le champion du monde qui a demandé sa petite amie en mariage la veille de sa mort, l'Iceman qui a couru gratuitement parce que son équipe était en faillite, ou l'homme qui est sorti avec Naomi Campbell puis Heidi Klum la même année? Faites-nous part de vos impressions dans la section commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Grid Rivals pour ne pas manquer les prochaines.